Bienvenue dans ce deuxième cours sur 9 sur les suites numériques. La dernière fois, nous avons parlé d'ensemble usuel de nombres. Aujourd'hui, nous parlons de bornes supérieures et inférieures. Il s'agit d'une vidéo pour MPSI, MP2I, PCSI et PTSI. Et aujourd'hui, tous les points que nous regarderons seront communs à toutes les filières. Nous allons aborder 3 points aujourd'hui. Nous allons regarder la définition d'une borne supérieure et inférieure. Nous allons regarder ce qu'on appelle la propriété de la borne supérieure. Et enfin, ce qu'on définit comme un intervalle de R. Bon, très bien. Alors, la définition d'une borne supérieure et inférieure d'une partie de R. Alors, prenons X une partie de R, qu'on va supposer non vide et majorée, je ne vais pas en dire plus pour l'instant. On va noter sup X, sa borne supérieure, qui sera définie comme suit. D'une part, pour tout X, X plus petit que sup X, c'est-à-dire que sup X est un majorand de grand X, et également que pour tout epsilon strictement positif, il existe un X dans grand X, tel que sup X moins epsilon strictement plus petit que X, plus petit que sup X. Bon, on comprend un peu rien à cette définition, je vous l'accorde, mais en français, ça se comprend très bien. Ça se comprend très bien car la première accolade signifie que sup X est un majorand de grand X, et la deuxième partie de l'accolade signifie que sup X est le plus petit des majorants que l'on peut trouver. C'est ça qui est écrit. Si on regarde, pour tout epsilon, dès que je prends sup X moins epsilon, c'est-à-dire quelque chose de plus petit que sup X, eh bien je peux trouver un X dans grand X qui est strictement supérieur à sup X moins epsilon. Donc sup X moins epsilon n'est pas un majorand de grand X. Donc cette deuxième ligne, ce qu'elle signifie, c'est que c'est le plus petit des majorants qu'on a pu trouver. Bien sûr, il y a la définition similaire pour inf X, juste les inégalités dans l'autre sens, vous pourrez la lire tranquillement. Et donc voilà, j'ai mis en remarque, sup X, c'est le plus petit des majorants de X, et inf X, c'est le plus grand des minorands de X. Il y aura toujours cette dualité entre inf et sup. Bon, on va s'attarder nous vraiment sur le sup, mais bien sûr l'inf ce sera la même chose. Vous pouvez le prendre comme une définition. Sup X, c'est le minimum des majorants de X. Ça peut être utilisé comme définition. Et c'est beaucoup plus simple à comprendre. Mais cette définition, avec des epsilon que je vous ai donnés, est très souvent utilisée, donc je voulais que vous l'ayez. Deux propriétés. Une première, si X admet un max, eh bien ce max, c'est le sup. C'est une première façon de calculer un sup. Si on a un max, c'est notre sup. On ne cherchera pas plus loin. Bien sûr, si on a un min, il s'agit de l'inf. Deuxième propriété, si pour tout x, x est plus petit que m, alors notre sup de grand X est plus petit que m également. Alors je vous ai mis les démonstrations de cela. Le premier point, si x admet un maximum, alors m est un majorand de grand X. On peut prendre un epsilon strictement positif, on a m qui est dans grand X, et m moins epsilon plus petit que m, plus petit que m. C'est bien sûr pour faire référence à la définition du sup qu'on a utilisée. On voit que d'une part, m est un majorand, premier point de l'accolade vérifié. Deuxième point de l'accolade vérifié. On a trouvé un m qui est dans grand X. Si c'est un max, il est dans grand X. Tel que m moins epsilon strictement plus petit que m, inférieur ou égal à m. Si on reprend les points de la définition d'un sup, on a bien vérifié que m est le sup, c'est-à-dire que notre max est un sup. Et le deuxième point, c'est tout simplement intuitif, il faut comprendre ça de façon intuitive. Si on a pour tout x, x plus petit que grand M, alors grand M est un majorand. Oui, mais le sup, c'est le plus petit des majorants, donc le sup est plus petit que grand M. On peut bien sûr le prouver avec des epsilon, mais ici je veux vraiment que vous compreniez cela, parce qu'on va l'utiliser tout le temps en exercice, cette deuxième proposition. Bien sûr, cela s'adapte pour l'inf. Quelques exemples. On reviendra en exercice plus en détail sur certains exemples, mais voici quelques points. Si on prend x égale à 0,1 ouvert, en 0 et ouvert en 1, eh bien je prétends que l'inf c'est 0 et le sup c'est 1. Donc quand on prendra des intervalles, ce sera toujours les bornes à gauche et à droite, bien sûr. Alors prouvons-le. Ici, malheureusement, 1 c'est pas le max. Si on avait la borne fermée, ce serait le max. J'ai pris d'autres exemples plus tard, où effectivement c'est le max et donc c'est le sup, on l'a vu tout à l'heure. Alors ici, comment on va montrer, si on n'a pas de max, que c'est bien 1 le sup? Eh bien c'est parti. On a d'une part que pour tout x dans 0, 1, x est plus petit que 1. Premier point de la définition, vérifié. Bien sûr, strictement plus petit que 1, donc plus petit ou égal à 1 si on veut vraiment rentrer dans les détails. Deuxième point, soit epsilon strictement positif. On a, je vous rappelle le deuxième point de la proposition, pour tout epsilon strictement positif, il existe un petit x dans grand X, ici 0, 1, tel que sup de x moins epsilon, strictement plus petit que petit x, plus petit ou égal à sup x. Ici, on veut donc trouver quelqu'un dans 0, 1 qui est
plus grand que 1 moins epsilon, et plus petit que 1. On veut trouver quelqu'un entre 1 moins epsilon et 1. On veut montrer que 1 moins epsilon n'est pas un majorant. Et bien, il suffit de prendre 1 moins epsilon sur 2. 1 moins epsilon sur 2 est bien dans 0,1, puisqu'il est strictement plus petit que 1. Bon, et bien sûr, il faudrait rajouter l'hypothèse que 1 moins epsilon ne dépasse pas 0 à gauche. Mais en prenant epsilon suffisamment petit, c'est vrai. Et si c'est pas vrai, on peut toujours prendre, bien sûr, 1,5 entre 1 moins epsilon et 1. Bon, ici, on va traiter le cas général. Si 1 moins epsilon est bien dans 0,1, on peut prendre 1 moins epsilon sur 2. 1 moins epsilon sur 2 est dans 0,1, et plus petit que 1. Plus grand que 1 moins epsilon, et donc on a vérifié le deuxième point de notre accolade. Donc, sup x égale 1. Alors, prenons un exemple un peu plus difficile. Prenons x égale l'ensemble des 1 sur n pour n dans n étoiles. Prouvons que l'inf vaut 0 et que le sup vaut 1. Alors pour le sup, c'est simple. 1 est le maximum de grand X. Pourquoi? Car tout élément de grand X est plus petit que 1, n est plus grand que 1, donc 1 sur n plus petit que 1, et 1 est dans grand X, 1 sur 1. Donc, max de X vaut 1. Donc le sup vaut le max. On l'a vu, une propriété, quand on a un max, on a un sup. Pour l'inf, ça va être plus dur. On n'a pas de minimum. X n'admet pas de minimum. Vous sentez ce qu'il se passe, 1 sur n tend vers 0. Bon. Donc prouvons-le avec la définition cette fois-ci. Pour tout n dans n étoile, 1 sur n plus grand que 0. Donc 0 est bien un minorant, c'est bon. Soit epsilon strictement positif. Si vous vous rappelez de la définition, il nous faut quelqu'un entre 0 et 0 plus epsilon. Quelqu'un dans grand X. Eh bien, on le sent bien, 1 sur n tend vers 0, donc pour n assez grand, on aura bien quelqu'un entre 0 et epsilon. Alors, j'ai pris ce n-là, puisque pour résoudre 1 sur n plus petit qu'epsilon, on passe à l'inverse, on obtient n plus grand que 1 sur epsilon. Donc il suffit de prendre n égale à 1 sur epsilon partie entière plus 1. Vous connaissez l'astuce. Et donc, pour ce n-là, on a bien quelqu'un dans grand X qui est compris entre 0 et epsilon. On a vérifié les deux points de l'accolade, donc inf égale 0. Alors deuxième point de notre cours, la propriété de la borne supérieure. On va aller très vite dessus, il s'agit juste d'une propriété qui est la propriété de la borne supérieure, que vous devez connaître. Toute partie x de R non vide majorée admet une borne supérieure. D'où les hypothèses qu'on avait fait dans la partie 1. Bien sûr, on peut dire la même chose pour notre inf, toute partie x de R non vide minorée admet une borne inférieure. Et ce sera très important pour prouver l'existence d'un sup ou d'un inf. Non vide majoré, donc il existe un sup. Aussi simple que cela. Dernier point, un intervalle de R. Alors, qu'est-ce que cela vient faire là? Je me suis basé sur le programme des prépas. Maintenant, c'est une définition qui nous servira au cours du chapitre, donc je la pose ici pour clarifier les esprits. Définition, soit I est une partie de R, on dira que I est un intervalle lorsque si je prends A et B dans I, A strictement plus petit que B, alors tous les éléments entre A et B sont dans I. C'est ça qui est écrit. C'est bien ça un intervalle, c'est qu'il n'y a pas de trou. C'est que si je prends deux éléments de I, tous les éléments entre sont toujours dans I. Bien sûr, des exemples triviaux, 0,1 est un intervalle, alors que 0,1 union 2,3 n'en est pas un, il y a un trou. Cela achève donc cette deuxième vidéo sur les bornes supérieures et bornes inférieures d'une partie de R. Et je vous retrouve dans la troisième vidéo.